Il faudrait pouvoir détailler qu'est-ce que c'est que vraiment ces 37%. Est-ce que ce sont des gens qui se sont vraiment intéressés à la question, ou simplement ce sont des gens qui n'ont jamais vraiment creusé le sujet et du coup ils répondent uniquement la dernière chose qu'ils ont entendue à ce sujet. Il y a plusieurs niveaux de climato-scepticisme. Il y a depuis celui qui dit il n'y a pas de changement climatique. Ensuite, il y a celui qui dit il y a un changement climatique, mais il n'est pas dû à l'homme. Donc ça, c'est clairement du climato-scepticisme. Et il y a d'autres gens qui vont dire il y a un changement climatique, il est dû à l'homme, mais je crois qu'il y a des choses qui sont plus graves dans la vie. Je suis pas certain que ce soit du climato-scepticisme, parce que la science ne dit pas si le plus grave c'est le développement, c'est la malnutrition dans le monde, ou si le plus grave c'est le changement climatique qui s'annonce. J'ai une opinion personnelle sur la question, mais on peut pas dire que la science dit ça. Donc quelqu'un qui va dire moi je crois que finalement le développement humain est quelque chose qui est plus important que la limitation du changement climatique. Il y a des gens qui vont classer ça comme étant une position climato-sceptique, et puis mais personnellement je suis pas d'accord. Il y a aussi des gens qui disent qu'il y a un changement climatique, il est bien dû à l'homme, mais on ne doit pas trop s'inquiéter parce que la technique va nous permettre de faire face à ces changements. Est-ce que ça c'est du climato-scepticisme? C'est pas défini, quoi. Le terme n'est pas consacré. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que en tout cas dans les cercles de pouvoir au sens large, aussi bien le monde politique, mais aussi le monde médiatique, mais aussi le monde de l'entreprise, plus personne ne nie le fait qu'il y a un changement climatique et le fait que ce changement climatique est bien dû à l'homme. L'Association française pour l'information scientifique, elle cherche à apporter une information fiable à ses lecteurs. Maintenant, est-ce que c'est dans ce cadre-là que j'observe une dégradation ou pas? Non, nous, de toute façon, voilà, dans le cadre AFIS, essentiellement, on fait des publications, on les diffuse, et puis finalement, le retour là-dessus, il reste assez limité. Finalement, mon thermomètre du public, c'est essentiellement à travers Twitter. C'est un thermomètre très imparfait. Ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment une polarisation des débats depuis un an ou deux. L'AFIS a été très présente au moment du Covid, parce que c'était très important dans la société, et puis c'était un moment où vraiment il y avait la science qui disait quelque chose, et puis il y avait de la décision. On essaie toujours de séparer à l'AFIS ce qui relève des connaissances scientifiques et puis ce qui relève des décisions politiques. On dit toujours les décisions politiques doivent s'appuyer sur la science, mais elles s'appuient aussi sur des questions éthiques, sur tout un tas d'autres critères. Ce qu'on a vu là, c'est vraiment cette polarisation des débats dont je parlais il y a quelques instants sur le débat clé. D'abord, il ne faut pas dire que l'AFIS avait organisé un débat, parce que l'AFIS avait organisé une conférence où la personne présentait une vision des choses. Il n'y avait pas un débat. Par contre, il était bien prévu que, à l'issue de cette conférence, comme on le fait toujours, on donne la parole au public pour répondre aux questions, pour exprimer éventuellement une opinion divergente. Cette conférence a été interrompue par des militants qui nous ont accusés de répandre de la désinformation. Sauf qu'ils nous ont jamais dit clairement qu'est-ce qui était faux dans ce qui avait été présenté. Effectivement, on peut critiquer qu'il y avait une présentation avec un éclairage particulier. C'était qu'est-ce que nous disent les agences sanitaires aujourd'hui. Lorsque l'AFIS a été accusé de mensonge, moi il y a personne qui m'a dit tiens regarde à telle minute il a dit ça, c'est faux pour telle raison. Ceux qui sont venus interrompre la conférence ne cherchaient pas le débat, ils cherchaient uniquement l'interdiction. Cet événement qu'on va évoquer dans le détail est complètement indépendant de l'AFIS. C'est quelque chose qui s'est passé dans un cadre professionnel et uniquement professionnel. Ce député RN Thomas Aménagé, à l'occasion d'un interview, avait dit le GIEC exagère. Au LSE, on est un laboratoire de recherche qui est payé sur des fonds publics. Et donc, même si on n'aime pas le Rassemblement national, il me semble que le respect de la démocratie fait qu'on se doit de recevoir tous les élus de la République qui en font de la demande. C'est une position un peu
de principe. Donc on les a reçus, on était deux pour faire ça. Donc moi j'étais représentant de la direction et puis Valérie Masson-Delmotte était là parce que c'est la grande climatologue du moment et puis aussi elle était coprésidente du groupe 1 du GIEC pour le 6e rapport. Je pense que le député Ménage qui a dit que le GIEC exagère ne redira plus jamais ça. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il a bien compris. Et en plus, un peu en direct, il nous a dit que ça avait dépassé sa pensée et qu'il regrettait de l'avoir dit. Donc, bon, moi, j'ose croire qu'il dira plus ça. Le deuxième point, c'est que le RN a souvent dit, en cas de victoire du Rassemblement national, ils démonteront les éoliennes qui existent. Donc ils ont dit non bon ça effectivement ça a été dit mais c'est pas du tout dans le programme. Depuis je suis allé regarder un petit peu dans le détail dans le programme du Rassemblement national et je constate qu'il y a absolument rien sur le climat. Et je veux dire aujourd'hui vu je veux dire la catastrophe climatique qui s'annonce, le fait qu'avoir un parti politique qui dans les points principaux de son programme parle absolument pas de climat, c'est quand même très embêtant. De toute façon, c'est peut-être pas la peine de forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il a vraiment pas envie de faire. Et puis, de toute façon, pour l'information, tout ce qu'il va faire, c'est lire ses mails ou faire du Twitter sur son téléphone. Mais il faut encourager les gens, et en particulier tous les gens qui sont en position de pouvoir, de comprendre que c'est quand même que ces histoires de changement climatique, c'est le principal défi du 21e siècle, et que donc, bien évidemment, tout le monde devrait se former à ces questions. Voilà. Donc moi le côté obligatoire j'en sais rien, de toute façon quelqu'un qui va vraiment trop en traînant les pieds ça sert pas à grand chose, donc je préfère offrir une formation de qualité pour donner aux gens l'envie d'y aller plutôt que de leur rendre la chose obligatoire.